Salut. Alors vous savez pas ce que vous regardez, mais je vous conseille de rester parce que j'ai pu enfin interviewer ma première sportive professionnelle. Il s'agit de Jade Marchal, espoir du fleuret féminin. Elle ira sûrement au JO 2028 après avoir raté de peu les JO 2024 et j'ai pu la rencontrer dans un cadre exceptionnel, l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Alors forcément, ne vous attendez pas à une interview professionnelle. On n'est pas du tout au même niveau, c'était la première, honnêtement, j'étais stressé. Elle, tout allait bien, elle était pas du tout stressée. Et le soleil m'a pas du tout aidé. Il a carrément déplacé sa lumière au cours de la vidéo, entre elle et moi, ce qui fait que son visage devient de plus en plus lumineux et le mien aussi. Il y a quelques erreurs, moi forcément, je suis pas un journaliste professionnel, j'ai fait quelques erreurs, mais je vous laisse avec la vidéo qui franchement est plutôt cool. Allez, on y va. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Salut Jade, tu vas bien? Ça va bien et toi? Merci, ça va. Je suis très heureux de réaliser cette interview avec toi pour commencer l'année 2026. On va pouvoir parler de plein de choses de toi, de ton sport, de ton parcours en dehors, de ta blessure au genou. T'es bien installé, c'est bon? Ouais, c'est parfait, je te remercie. Bon alors, est-ce que avant tout tu peux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, du coup je m'appelle Jade Maréchal, je suis escrimeuse au fleuret, puisqu'à l'escrime tu as 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre. Je m'entraîne ici à l'INSEP depuis 6 ans dans le but de participer aux Jeux Olympiques de 2028. Et puis à côté de ça, je suis conférencière et j'interviens en entreprise pour transférer les valeurs du sport. Le premier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est évidemment l'escrime et cette histoire particulière avec ton début sur les pistes, puisque tu commences l'escrime à 9 ans. Et c'est quand ta sœur arrête. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre le parcours de ta sœur? Moi j'ai fait mes premiers pas sur une piste d'escrime en tant que supporter pour l'accompagner dans ses compétitions, mais elle voulait pas qu'on fasse le même sport parce qu'elle voulait pas qu'on ait un esprit de compète dans la famille. Donc en fait j'ai appris d'abord en l'observant. J'étais là à tous ses entraînements parce qu'on habitait loin de la salle d'armes, donc j'avais pas le choix que d'accompagner ma mère dans les trajets. Et c'est quand elle a arrêté l'escrime que là je me suis dit c'est mon moment. Et en fait je me souviens d'avoir été toujours impressionnée par la beauté de mon sport. Je me souviens que quand j'allais dans la salle d'armes, je trouvais la tenue d'escrime super belle. Le fait qu'on allume des lumières rouges et vertes, je trouvais ça joli quand j'étais toute petite. Voilà, c'est ça un peu qui m'a motivée à mettre la tenue un jour. Donc attendre que ta sœur arrête, ça a façonné ta motivation? Ouais, exactement. Ça a créé de l'envie. Forcément, la frustration crée le manque et le manque crée l'excitation de commencer pour la première fois. Donc quand je suis arrivée, j'avais très envie de gagner, de mettre des touches à mon tour. À quel moment du coup tu as réalisé que ça pourrait vraiment être une performance de haut niveau? Quand j'ai commencé, j'ai commencé dans une région assez petite qui est le sud-ouest. Je suis bordelaise de base, donc il n'y avait pas grand monde dans mon département. Donc rapidement, je suis allée au niveau régional, puis ensuite national. Et en cadet, je gagne les championnats de France seniors, donc en 2016, les championnats de France N2. Et là, je me suis dit, peut-être que je peux toucher du doigt le haut niveau, et en tout cas j'avais envie de continuer à m'entraîner très dur parce que ce jour-là ils avaient organisé la compète comme des pros, on chantait la Marseillaise quand on gagnait la compète et je sais pas, ça a créé quelque chose chez moi. Je me suis dit je veux retrouver ça dans des compètes encore plus grandes que celle-ci. Et pour performer dans le haut niveau, tu as travaillé très tôt avec un coach mental dès tes 16 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est assez jeune pour commencer avec un coach mental, surtout à une époque où c'était pas à la mode. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans tes performances? Alors en 2016, la même année où je gagne les France, je me suis dit que si je voulais aller chercher des plus grosses performances, il fallait que je m'entoure encore mieux. Et à l'époque, j'avais une très mauvaise gestion de l'échec, au point que je pleurais très facilement sous mon masque quand j'étais un peu dessous au score. Et ça me décourageait, je me trouvais nulle. Et en fait, il y avait un cercle vicieux qui se crée dès lors que j'avais -2, -3 au score. Donc j'ai commencé à bosser avec un prépa mental qui était le mari de ma prof de sport au lycée. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure qui ne s'est jamais arrêtée. Je continue à bosser avec lui. Et aujourd'hui, ça m'a apporté vraiment forcément une meilleure gestion de mes émotions, mais avant tout une meilleure connaissance de moi. Et c'est ce qui fait que quand on se connaît mieux, forcément on sait ce qui est bon pour nous et on sait ce qu'on doit faire pour être performant. Donc j'ai vraiment gagné du temps quand j'ai commencé à bosser avec lui. Donc tu travailles toujours avec lui? Oui. Et c'était ton idée à la base? Oui, on va dire que j'étais en cours de sport au lycée et on faisait du demi-fond et j'ai pas réussi à faire la performance que je m'étais notée sur un papier.
Et je pleure en cours de sport. Et là, la prof, elle me dit, mais écoute, Jade, c'est pas possible que tu te mettes dans ces états-là. Il faudrait que tu vois un prépa mental. Moi, j'ai mon mari qui fait ça, si tu veux. Si ça t'intéresse, je peux te donner son numéro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec lui. Ça a l'air d'avoir fonctionné, puis après, tu as été double championne d'Europe. Quel est pour toi le rôle du collectif? C'est une victoire en équipe, dans une équipe qui gagne. Je pense que moi j'adore les compétitions par équipe, surtout. C'est ça qui m'anime le plus. Je pense que quand tu partages une compétition avec des collègues, des coéquipiers, tu as envie de bien faire pour toi, mais aussi et surtout pour ton équipe. Et c'est ça qui te galvanise et qui te donne envie de te dépasser encore plus. Je pense que c'est comme ça dans la vie aussi. Quand tu es dans le monde pro et que tu bosses en équipe, tu as envie de faire plaisir à ceux qui t'entourent également. Donc je trouve que les victoires individuelles sont encore plus dures à aller chercher parce qu'il n'y a que toi sur la piste. Pour le coup, si tu n'es pas bien, personne ne peut te relever. Alors qu'en équipe, tu as cette espèce d'osmose, de haut, de bas, qui fait que les émotions sont décuplées par équipe. Tu l'as dit, il y a eu des hauts et des bas. Le sport de haut niveau, comme tout sportif, forcément, ça a impliqué des sacrifices. Je pense notamment au mariage de ta sœur que tu as raté à cause d'une compétition. Comment tu l'as vécu et est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui? Alors 0 regret déjà, mais c'est sûr que faire du sport à haut niveau, ça inclut de faire des choix que tu peux appeler sacrifice, mais en tout cas, forcément au niveau calendrier, déjà, t'es pas maître des dates que t'imposent les fédérations. Donc effectivement, il est arrivé qu'il y ait une compète qui soit le même jour que le mariage de ma sœur que j'ai dû manquer. Donc ça, c'était terrible, mais en fait, j'ai toujours dit que si tu communiques, tu vois, si tu expliques pourquoi tu n'es pas là, si tu expliques que c'est très très important pour toi, que c'est ton travail, que c'est une consécration que tu attends depuis de nombreux mois, saisons, forcément les gens comprennent. Alors ça n'enlève pas que quand c'était au Caire, j'étais au Caire à ce moment-là, c'est très dur parce que j'ai fait un FaceTime et je me souviens de lui avoir dit je suis désolée, je suis trop triste de ne pas être là, mais je fais ma passion, je fais mon métier et elle comprend tout à fait. Mais ça fait partie des choix que j'ai dû faire, comme à un moment donné ne pas suivre un parcours scolaire que peut-être que j'aurais voulu faire parce que mon école ne me suivait pas. Enfin, tu fais plein de choix dans la vie, mais au final cette vie-là elle est tellement géniale, tu voyages, tu grandis tellement plus vite, tu te fais des copines que tu garderas à vie parce que tu vis des choses tellement intenses que donc voilà, je changerai pour rien au monde. Pour autant, en octobre 2024, cette fois, pendant une compétition en Espagne, tu te blesses assez gravement au genou. Comment en faire une force? Parce que là, tu viens de revenir, tu as fait les championnats de France. Est-ce que tu as eu peur pour l'avenir? Ah oui, déjà quand je me suis blessée, donc les croisés, c'est vraiment, du coup je me suis rompu les croisés, fissuré les deux ménisques et ça c'est une blessure qui fait peur dans le commun des mortels chez tout le monde parce que c'est la blessure du footballeur qui a arrêté sa carrière, parce que c'est une blessure qui t'arrête pendant 1 an minimum et tu reviens jamais, tu reviens pas pareil en vrai parce que physiquement, aujourd'hui, je m'en sors très bien. À l'INSEP, il y avait tout ce qu'il fallait pour que je me remette facilement. Il fallait juste suivre un protocole. Je suis allée à Cap-Breton, donc c'est le centre de rééducation dans le sud. Enfin, j'ai tout fait pour que tout se passe bien, et heureusement, tout se passe bien. Mais par contre, c'est 1 an pendant lequel tu t'entraînes pas à de l'escrime, tu fais pas de compétition. Les autres, elles avancent en même temps. Et quand tu reviens, oui, dans la tête, j'ai grandi forcément parce que je m'étais dit, bon, tu as 2 choix. Soit je m'étais autorisée à vouloir arrêter mon sport. Je m'étais dit, ça se trouve, c'est une blessure qui va marquer la fin de ma carrière et c'est OK. Et ça se trouve, c'est plus ce que je veux. Donc, je m'étais autorisée à arrêter. Puis au final, 2-3 mois après, j'avais très, très envie de reprendre le fleuret dans la main. Donc, je m'étais dit que ce n'était pas une option. Et la seconde option, par contre, c'était si je reviens différemment. Donc, je voulais bosser sur mon mental à fond. Je voulais revenir avec une routine différente, une manière d'aborder les choses différentes. Et ça, c'est vraiment ce que j'y ai gagné. Donc moi, je suis quelqu'un qui à la base bossait beaucoup et je voulais en faire plus. Et je voulais compenser un manque de talent par une forte dose de travail. Et c'est ça que je pense qui m'a amené à me blesser. J'en faisais trop et sans beaucoup de sens. Donc maintenant, par contre, je vais peut-être moins en faire, mais beaucoup mieux. Ça, c'est la Jade 2.0 après blessure, on va dire. Mais par contre, je sors les rames pour revenir parce que il me manque des compètes pendant 1 an. Je ne me suis pas mesurée aux autres. J'ai pas eu cette notion de stress, de pression. Et c'est là où c'est compliqué de revenir. Donc, la période, elle t'a apporté quand même du positif. Tu as appris des choses sur toi? Ouais, beaucoup. Parce que voilà, quand tu te blesses,
là, la manière dont je me suis blessée, c'était pas un problème physique. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un qui bosse énormément physiquement. La piste, il n'y avait pas de trou. Enfin, c'était vraiment, pour moi, une blessure mentale. Et voilà, ma tête me disait stop. Et si j'avais pas eu de blessure, j'aurais continué ma manière de faire. Et je pense que je me serais pris un mur beaucoup plus tard dans ma vie qui m'aurait fait peut-être encore plus mal. Donc voilà, là, c'est arrivé dans une année qui est chouette. L'année après les Jeux, c'est une année qui sans trop d'enjeux. Je suis vraiment revenue différemment avec une autre manière de penser. Maintenant, il manque de l'intensité de compétition et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut faire et refaire des compètes et de l'entraînement et ça va revenir. Donc cette option d'arrêter complètement le sport, elle n'est plus du tout envisageable? Ah non, pas du tout, parce que justement, quand tu es un peu comme quand j'étais petite et que je ne pouvais pas faire d'escrime, j'ai vécu ça. Pendant un an, d'être éloignée des pistes, ça m'a donné encore plus envie de revenir. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir et ça c'était parti. Donc je suis très contente de retrouver le plaisir dans ma discipline. Donc pendant l'année où tu étais blessée, tu faisais moins de compétition, tu as peut-être eu plus de temps pour la formation que tu as créée. Ouais. Cette formation, tu l'as fait avec d'autres sportifs, vous intervenez en entreprise. Ouais. Pourquoi ce projet? Tu as tout à fait raison. La raison aussi pour laquelle j'ai très bien vécu cet arrêt, c'est que j'avais d'autres choses à faire à côté. Donc, j'ai pas du tout, je me suis pas sentie seule, je me suis pas ennuyée du tout à un seul instant. Le temps est passé très vite. Donc, je faisais mes 4 heures de kiné ou 3 heures de kiné par jour et ensuite, j'allais sur mes casquettes entrepreneuriales. Donc, effectivement, avec une coéquipière, Eva Lacheret, on a créé une formation dans le but de transférer les valeurs, les compétences d'un sportif pour qu'un collaborateur puisse les utiliser pour performer dans son quotidien. Donc comment on gère le stress, nous, pour qu'il le gère dans son quotidien, comment il gère l'échec, etc. Et donc on a créé cette formation et on intervient maintenant beaucoup en entreprise dans des conférences. Voilà, on essaye de dire ce que nous on fait dans notre quotidien pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur journée à eux. Et comment est-ce que tu choisis les sportifs qui interviennent? On voulait des gens qui soient sportifs, mais surtout qui aient un pied dans le monde pro. Donc tous les sportifs qu'on a choisis, ils ont soit leur boîte, soit ils ont été salariés, soit ils ont arrêté leur carrière et ils sont en reconversion. On voulait absolument qu'ils connaissent les deux discours, les deux domaines pour pouvoir mieux faire le parallèle. Parce que moi, j'ai fait un peu ma recherche. J'ai vu que, en tout cas, une fois, tu as dit que Martin Fourcade était un idole. Est-ce que tu as déjà essayé de le contacter pour qu'il rentre dans la formation? Alors, Martin Fourcade, du coup, on a pris son rival ou collègue, je ne sais pas, Quentin Fillon-Maillet. Mais en fait, j'ai fait les étoiles du sport et j'ai rencontré Martin Fourcade à ce moment-là. Et j'ai pu lui parler quelques fois, mais je préférais chez Quentin Fillon-Maillet le message qu'il transmettait, Quentin, c'est qu'il est quintuple médaillé olympique. Et pour lui, c'est un échec parce qu'il voulait être le biathlète le plus médaillé de l'histoire du sport français. Et pour ça, il aurait dû en avoir 6 médailles. Et je trouvais ça incroyable, cette dualité de j'ai 5 médailles, mais je ne suis pas du tout satisfait. Et du coup, on l'a fait intervenir sur la gestion de l'échec. Donc, c'est très paradoxal et je trouvais ça intéressant. Tu as ton parcours en escrime, tu as ton parcours dans l'entreprise. Là, quand ta carrière s'arrêtera ou si tu devais arrêter ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? J'aimerais à ma petite échelle, dire que si tu veux être performant dans un domaine, pour moi, il faut que tu aies d'autres casquettes dans la vie. Il faut que quand tu rentres de ta journée de travail ou de ta journée d'entraînement, tu puisses avoir d'autres sources enrichissantes, d'autres passions. Parce que quand il y en a un où ça va mal, où ça va moins bien, c'est super chouette d'avoir d'autres domaines où ça va mieux. Donc on a tous des petites passions dans la vie et souvent on se dit non, voilà, ça c'est mon métier et je veux pas faire d'autres choses. Aujourd'hui il y a des facilités qui font que tu peux faire plein de trucs et je pense que c'est super d'avoir plusieurs sources de créativité, de sources de passion. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai un parcours qui est particulièrement résilient. Donc aujourd'hui je prends plaisir à être sur ce chemin plus qu'à viser l'objectif, c'est-à-dire que parce que j'ai vécu la blessure, je me dis vraiment que tous les jours, je veux goûter à quelque chose qui me fait plaisir, je veux ramasser une expérience, un apprentissage, plutôt que de courir après un objectif dans 4 ans. Je pense que tu y gagnes beaucoup plus et tu es vachement plus heureux si tu fais l'effort de récolter chaque jour un apprentissage sur ton passage. Est-ce que, avant de terminer, j'ai une dernière question ensuite, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'un journaliste pose un jour et qu'on t'a toujours pas posée? Oui, moi je porte beaucoup
d'importance à l'entourage et plus particulièrement aux parents. Ouais. Et je trouve qu'ils sont très très peu mis en avant dans les médias parce qu'on parle beaucoup de l'entraîneur, du prépa mental. Mais en fait, les parents, eux, ils t'ont accompagné depuis qu'ils sont petits. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur argent évidemment. Et d'un coup, je sais pas, leur enfant est sélectionné pour une compète, pour l'équipe de France, pour une Coupe du Monde. Et là, ils reçoivent ça sur eux et ils savent absolument pas comment le gérer. Bien souvent, ils ne savent pas gérer la pression, ils ne savent pas gérer l'échec. Moi, ça m'est arrivé d'appeler ma maman parce que je venais de perdre une compète et forcément, elle n'a pas les bonnes réponses parce qu'on ne lui a jamais appris. Et donc, je lui disais, mais non, mais tu n'as rien compris, tu ne comprends rien. Et puis, ils s'apparentent coach, mais ils connaissent rien à mon sport. Enfin, c'est un public c'est pas facile, on n'apprend pas à être parent de sportifs. Et je pense que c'est important de demander leur point de vue, comment ils font pour gérer aussi ça, le planning, la pression, la déception de leur enfant, voilà. Donc, Et ta sœur, du coup, elle a pu t'aider parce qu'elle connaissait un peu mieux le sport ou pas? Ma sœur, elle faisait de l'escrime loisir. Elle fait quelques compètes, mais plus pour être avec ses amis. Donc, pas trop de compètes intensives comme moi. Donc, non, on n'a jamais trop parlé d'escrime d'ailleurs, nous deux. Mais tu t'entends bien avec ta sœur? Oui, très bien. J'ai 4 sœurs et on s'entend très très bien. Ah, tout va bien. Si tu as une dernière minute, j'ai un petit jeu assez classique, c'est 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Carrément. Du tac au tac. Parfait. Et voilà, et après, je te laisse tranquille. Parfait. Tu stresses encore avant les matchs? Oui. La qualité indispensable pour gagner? La confiance. Une erreur que tu feras plus? Trop me soucier des gens qui sont à l'extérieur d'un match. T'as un film préféré? Oui, Nos étoiles contraires. Tu connais? Oui. Ok. C'est pas du tout mon film préféré. T'as déjà pleuré après une défaite? Évidemment. Le leadership, c'est inné ou ça s'apprend? Ça s'apprend, évidemment. Est-ce qu'il y a un sportif qui t'impressionne aujourd'hui? Oui, Guillaume Néry, c'est un plongeur Ouais. qui fait de l'apnée, qui plonge à moins 100 mètres. Incroyable. Je passe du tac au tac pareil. T'as eu quoi à Noël? J'ai eu des places pour aller voir un spectacle. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De lâcher prise sur la piste, c'est-à-dire d'être relâché sur la piste. Tu préfères cuisiner ou te faire livrer? Cuisiner. T'écoutes quoi comme musique avant un match? J'écoute de la musique classique. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ce serait de lire dans la tête de mon adversaire. Et enfin, ton objectif pour 2026? Pour 2026, retrouver les chemins des Coupes du Monde avec l'équipe senior. Bah, on peut te le sauter. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Enfin, c'était trop cool de t'avoir. Merci d'avoir accepté la proposition. En plus, dans le cadre et tout dans l'INSEP, c'est trop bien. Et puis pour nous, c'est trop bien. Donc, merci beaucoup. Trop chouette. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était trop bien. Hyper simple, en bas de chez moi.